Parce qu'il y a 5 autres séances, vous pouvez y retourner, parce que la séance suivante, c'est du bonus. Bon, donc on va faire circuler un micro parmi vous, pour vous posiez toutes les questions, ou que vous fassiez toutes les remarques que vous voulez faire sur le film en question. Quelqu'un veut-il se lancer? Ah, voilà. Bonsoir. Donc, merci de nous avoir proposé un film. Pas forcément facile à comprendre. Mais du coup, ma question, c'est qu'est-ce qui relève de la fiction et qu'est-ce qui n'en relève pas? Alors là, par exemple, le fait que la réalisatrice est en train de faire autre chose que d'animer le débat, mais de se débrouiller avec ses bouquins, c'est de la réalité, c'est pas de la fiction. Voyez. Si vous croyez que je vais vous répondre... Mon vrai amoureux, vous l'avez vu, il est dans le film, c'est l'homme du bus. Enfin, c'est l'homme que vous voyez dans le bus à la fin. C'est lui qui a fait la musique, c'est lui qui est aussi à la fin dans le café derrière moi. Donc c'est lui le vrai, en fait. Donc en fait, il existe. Voilà, il s'appelle Loïc et pas Gaël. C'est un peu proche. Oui, on était en train de faire le débat dans la salle à l'extérieur. J'étais pas prête. Donc je vous amenais des livres. Je vous promets, ils sont hyper lourds. C'était lourd dans le TGV, c'était lourd pour prendre le métro. J'aimerais bien pas les ramener à Paris. Donc, il y a les 2 livres du film. Il y a Aimer plusieurs hommes de Françoise Saint-Père, qui vient tout juste d'être réédité. Et il y a La salope éthique, qui est la Bible des polis, qui est vraiment, c'est un truc formidable. Et puis, il y a un livre de quelqu'un que j'ai reçu il y a 2 semaines à Paris, qui s'appelle Catherine Emlé-Périssol, qui travaille sur les émotions, et qui s'appelle Émotion quand c'est plus fort que moi. C'est remarquable. Et évidemment, c'est tout l'enjeu de comment on vit avec ces émotions-là. Parce que voilà, c'est la jalousie, et tous les gens disent mais vous n'êtes pas jaloux? La réponse est si, on est des humains et des humaines, donc bien sûr on est jaloux, pas tout le monde, mais bien sûr c'est possible. Et tout l'enjeu, c'est de comment on accueille les émotions et comment on vit avec. Ça, c'est remarquable. Et puis, je vous ai amené le DVD, dans lequel il y a des bonus. Il y a 98 minutes de bonus. Il y a 30 minutes avec Françoise Saint-Père. Il y a 37 minutes de making-of. Et vous avez la réponse à la question. Qu'est-ce qui est de la fiction, qu'est-ce qui est de la réalité? La première séquence, c'est une séquence où Loïc et moi, on est en train d'écrire le scénario dans le lit, et qui commence par mais alors du coup, je vais devoir prendre un comédien pour jouer ton rôle. Voilà, la vraie scène, elle est là-dedans. Donc j'ai pas le droit de le vendre, parce que chronologie des médias, il sera légalement vendable à partir du 4 août. Donc je le vends pas, mais je le finance. Enfin, je finance l'accessibilité du film grâce aux donations sur le DVD. Donc vous pouvez me faire une donation, et à partir de 10 €, je suis tellement contente qu'en échange de la donation, je vous offre un DVD. Et donc c'est pour ça que... Voilà. Il y a un chapeau, parce que c'est pour la donation, parce que j'ai pas le droit de vendre ce DVD. Voilà. Qu'est-ce qui est la réalité de la fiction? Vous voyez, ben, c'est moi. Tout est vrai, et tout est faux. C'est ma vraie sœur. Mais c'est pas ma vraie maman, parce que ma vraie maman, elle est là, elle est en train de filmer. C'est mes vrais chats. Ils sont toujours là. Et si vous allez sur Instagram, vous verrez, je mets beaucoup de photos de mes chats. C'est mon vrai appartement, mon vrai bureau, ma vraie cuisine, ma vraie salle de bain. Tout le reste, c'est de la fiction. Est-ce que ça répond à la question? Je suis très bavarde. Autant que le film. Donc, merci pour la réponse. Je pense qu'il fallait à peu près savoir pour pouvoir engager le débat, savoir sur quoi l'engager. Est-ce qu'on l'engage sur le polyamour? Est-ce qu'on l'engage sur qu'est-ce que c'est qu'être acteur? Qu'est-ce que c'est de faire un film? La réponse, elle peut déjà commencer à nous permettre d'essayer d'engager le débat. Et du coup... Pardon, ça sert à rien que tu... Voilà.
ne filme pas les gens parce qu'on le droit à l'image, ça sert à rien. Ça ne me dérange pas. Non, mais il y a peut-être d'autres gens autour de vous qui n'ont pas envie d'être filmés, donc de toute façon, toutes les images de la salle seront inutilisables pour moi. Respect du droit à l'image. Donc sur la vidéo, seulement les gens qui sont OK. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas demandé, donc si tu n'es pas d'accord, on ne le mettra pas sur Internet. Du coup, merci pour votre préférence. Et j'ai une question. A priori, il y a des émotions qui vont émerger dans la tentative d'être polyamoureux. Et ces émotions, elles indiquent que le polyamour, c'est quelque chose de difficile, et donc peut-être de contre-nature, puisqu'il y a ces émotions qui surgissent. Parce que quand vous êtes monogame, vous n'avez pas des relations désagréables aussi? Moi. Et quand vous êtes monogame, vous n'êtes pas jaloux? Et quand vous êtes monogame, parfois vous n'êtes pas en colère? Et est-ce que ça indique que c'est contre nature? Et puis est-ce que si la monogamie était si naturelle, est-ce qu'on aurait autant de chiffres d'adultère et de séparation? Et est-ce qu'on en parlerait autant? Est-ce que ça vous paraît naturel? Si c'était vraiment naturel, tout le monde le pratiquerait. Sauf que là, c'est la société nous dit qu'effectivement on est monogame. Mais en vrai, je crois que la grande majorité des sociétés humaines sont non monogames. On va peut-être aussi laisser circuler oui, j'insiste un peu. Alors, la psychanalyse était une école de soupçon. C'est comme ça que Paul Ricoeur l'a défini. Et donc le soupçon de Freud, c'était qu'il y avait une nature inconsciente qui assistait... Attends, pardon. En fait, je ne peux pas faire les deux. Si je vous parle à vous, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Donc, il faut que quelqu'un m'aide. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider sur les bouquins? Comme ça, je peux écouter le monsieur. J'ai beau être poli, je ne suis pas multiple. Oui, bah donc je reprends. Paul Ricoeur me disait que la psychanalyse avait été une école du soupçon. Et ce que soupçonnait Freud, c'est qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une nature qui insistait contre la volonté des gens, contre ce qu'il appelait le moi. La nature inconsciente insiste contre le moi. Et au XIXe siècle, dans la société allemande, le problème c'est la névrose. Les gens refusent d'avoir une libido. Et Freud essaye de leur faire admettre qu'il y a une libido qui existe chez eux. Ça soignait la névrose. Bon, en fait, vous m'avez déjà complètement perdu. Je vois les gens partir. Et je vous propose qu'on se retrouve tous les deux à la sortie, mais qu'on laisse l'ensemble des Moi, je suis pas capable, je connais rien à la psychanalyse. On va faire tout ça. C'est gentil de me proposer. Alors, du coup, peut-être quand même qu'il y a une force inconsciente qui insiste en vous et que vous refusez de prendre en compte le message qu'elle vous dit. Peut-être. Ça, c'est une réponse express. Dire un truc et puis ça m'a et j'étais perdu là. Non, je voulais dire qu'il y a un décalage, j'ai beaucoup aimé dans votre film, entre ce discours de ceux qui expliquent le polyamour comme si c'était très simple, qu'il suffit d'eux, il faut. Et puis en fait, on s'aperçoit que pas du tout. C'est ce que montre votre film, justement, ce décalage entre que ça devrait être si simple et ça résout tous les problèmes de tout le monde, et puis en fait ça résout aucun problème, bien entendu. On espère bien. Mais c'est vrai que c'est pas plus simple le polyamour que l'amour, le mono-amour, on va dire. Mais le mono-amour, c'est pas mieux non plus, quoi. Il n'y a rien qui est mieux, quoi. C'est libéral. Alors, en fait, ce que vous dites, c'est, si j'entends bien, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Et il y a quelque chose que j'aime bien, une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, que j'aime bien répéter, qui est, en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique. En pratique, il y en a une. Et effectivement, c'était tout l'enjeu du film, c'était d'avoir dans les témoignages des vraies personnes qui témoignent, comme c'est des gens qui ont choisi de vivre comme ça, ils sont plutôt pour les relations plurielles. Et puis de montrer qu'en pratique, c'est pas si simple que ça. L'idée à la fin, c'est pas du tout de dire que c'est mieux. Il n'y a ni un modèle qui est bien, ni un autre qui est mieux. C'est juste, moi, mon enjeu, c'était de dire aux gens, c'est possible.
Et si vous avez envie de vivre comme ça, ou si le cadre que vous impose la société ne vous convient pas, sachez qu'il est possible, avec justement le fait d'apprendre à travailler avec ses émotions et de les accueillir, c'est possible. Mais en rien c'est plus simple, voire, je vous assure, parfois c'est beaucoup plus compliqué. Une des difficultés dont vous n'avez absolument pas parlé, c'est la non-acceptation de ce polyamour par la société. C'est-à-dire que ça pose des problèmes de relation avec les autres. Ça, oui, je pense que vous n'abordez pas. C'est pas un des problèmes que vous abordez, mais je sais par expérience que ça pose des problèmes. Bien sûr, ben, je survole en disant, quand ma sœur dit tu peux pas faire ce film, si la justice l'apprend, on va te retirer la garde de tes enfants. Donc c'est un peu sous-entendu qu'effectivement il peut y avoir des problèmes, et je confirme, notamment dans les cas de garde d'enfants conflictuels, ça peut être problématique. Et voilà, tous les jours on conseille des gens en disant ne dis pas quoi. Donc oui, c'est compliqué. Et pour l'instant, on nous laissait un peu tranquille, mais plus ça devient médiatique, et j'y contribue à ma façon, paradoxalement, plus ça va devenir, plus le retour de bâton de la société risque d'être difficile. Est-ce qu'on pourrait... Disons que j'ai un exemple d'un homme qui a été poursuivi pour viol, enfin faussement pour viol. Sa femme a été expliquée aux policiers qui vivaient le polyamour, et ça n'a pas facilité les choses. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a quelqu'un tout au fond là-bas. On peut parler cinéma aussi. Hein. Moi, je sais que je suis quand même avec une association de cinéphiles, et j'aime bien l'idée de parler cinéma et de vous faire exploser les neurones. J'ai trouvé le film très intéressant parce qu'il trace bien effectivement toutes les problématiques de l'être humain en fait. Cette tentative de polyamour, ça rappelle pas mal pour les gens de génération les tentatives de vie communautaire après 68 ans, les communautés hippies qui ont tenté, qui ont fait des tentatives, des expériences dans ce genre-là. On sait aussi que ça c'est plus ou moins, bon, c'était assez, disons, épisodique, et que ça n'a pas été très... Là, c'est en fait plus intellectualisé peut-être encore, mais ça retrace toutes ces problématiques. Moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est le mot de utopie. Parce que c'est vrai que si tout le monde était d'accord, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de misère, il n'y aurait pas de drame. Mais l'être humain, c'est compliqué par définition. Donc, toutes les émotions, elles sont très très bien analysées. La jalousie, la souffrance, accompagner la souffrance de l'autre. Je pense qu'il y a tellement de diversité chez l'être humain qu'il peut y avoir des gens qui sont sans sexualité et sans désir. Là, ils ont une sorte de vie qui peut leur convenir. Il y a ceux qui peuvent se trouver très bien de l'adultère. L'adultère peut être beaucoup plus satisfaisant à la limite que ce que j'ai pu voir dans le film. Un adultère bien mené ou bien assumé peut être très satisfaisant. En tout cas, convenir avec ces problématiques aussi. À convenir à la personne qui le pratique, pas forcément à sa partenaire. Tout est une question de choix. Si les gens choisissent ensemble, les personnes choisissent ensemble d'être dans le polyamour et que ça leur convient à toutes les deux, c'est parfait. Si on choisit un adultère bien assumé, parce que c'est deux personnes pas libres qui décident. Moi, j'ai eu des cas de gens, je suis psychologue, de gens qui ont eu des liaisons adultérines pendant 30 ans, et c'était très satisfaisant pour eux, parce que c'était bien géré. Après, il y a ceux qui sont bien dans le monogamie, parce qu'ils sont satisfaits. Tout est variable selon les êtres humains. Le tout, c'est qu'ils soient d'accord tous les deux au départ. Ça ressort bien. Bon, ça, c'est sûr. Oui, mais quand vous parlez d'un adultère où les gens sont d'accord tous les deux, vous parlez des deux personnes qui pratiquent l'adultère ensemble, mais vous oubliez les deux conjoints, les deux personnes qui pratiquent l'adultère ensemble. Pour moi, l'adultère, ça reste toujours quelque chose de clandestin. Donc, moi, ce que je dis, c'est que la personne qui est trompée, elle, que ce soit un homme ou une femme, n'est pas au courant. Elle n'est pas trompée parce qu'elle ne souffre pas, elle ne sait pas. Moi, il faut assumer. Sur le moment, elle ne le sait pas, mais elle peut le savoir après, et le découvrir après, et là, la souffrance est majeure. Moi, je vous parle en connaissance de cause, je l'ai vécu. Et y compris dans un couple poly, où effectivement, j'ai vécu les deux. C'est-à-dire que mon partenaire aille voir quelqu'un d'autre, et que je le sache, et puis que mon partenaire aille voir quelqu'un d'autre sans me le dire à un moment. Et ça a été très douloureux. Et ça n'a rien à voir. Oui, c'est la souffrance, à ce moment-là, c'est la souffrance du non-respect du contrat. En tout cas, pour moi,
c'est insupportable. Et le mensonge, pour moi, est insupportable. Mais je sais bien ce que vous dites, c'est juste... disons, moi Brigitte Lahaie, par exemple, c'est son point de vue. Hein. Je repasse à son micro la semaine prochaine. Quand on en parle, c'est vraiment son discours à elle. C'est un petit adultère de temps en temps, c'est pas très grave. Pour elle, ça lui convient. Moi, ça ne me convient pas, ni de le pratiquer, ni d'en être victime. Moi, ça ne me convient pas. Mais il y a plein de gens à qui ça convient. Oui, enfin, moi, je pensais plutôt dans le cadre de l'expérience que j'en ai eue en tant que personnel, peut-être, puis aussi en tant que psy, parce que j'ai eu beaucoup de confidence de gens. J'ai trouvé des tas de gens qui ont été dans des adultères qui leur ont apporté beaucoup et qui ne leur ont pas tant enlevé que ça, et qui ont préservé beaucoup le partenaire. Mais vous entendez la personne qui choisit de vivre l'adultère, c'était des gens pas la personne qui découvre après coup qu'elle a été trompée. C'est pas la même chose. Dans les cas dont je parle, ça n'a jamais été révélé, donc ça n'a jamais fait souffrir. C'est des cas de gens mal mariés qui se retrouvent mal mariés chacun et qui se retrouvent à recomposer un couple qui dure 30 ans et qui marche bien pendant 30 ans et qui les aide énormément à vivre en toute clandestinité parce qu'ils ont su l'assumer avec tous les sacrifices qu'il faut faire, bien sûr, ça c'est clair. Mais c'est assumé comme ça et c'est très satisfaisant comme ça. J'ai eu ces cas-là, c'est pour ça que je pense à ça. J'en connais aussi, bien sûr. C'est un cas dans ce cas-là, des arrangements. De toute façon, tous les êtres humains ne font que des arrangements tout le temps. Est-ce que je peux vous proposer de laisser... Oui, on est d'accord. La seule question, c'est que ça convienne à chaque personne concernée. Et dans ce que vous décrivez, ça correspond pas à chaque personne concernée. C'est juste ça, parce que moi, je suis sur le consensus. Oui, donc moi, je trouve que justement, vous soulignez très très bien. Je suis psychologue aussi. Mais je pense que ce qui démolit, c'est le mensonge. Toute cette période où on est vécu, vraiment, je veux dire, c'est vraiment très douloureux. Et en tant que psy, on sait qu'on sent très bien les choses. Et ça rend fou. Ça rend fou. Donc c'est ça qui est en jeu, en fait. Hein. Oui. Sur le cinéma. Daniel va s'y coller, ça. Oui, je voulais poser une question sur comment a été construit le film. Est-ce que ce sont des itérations avec des tournages entre chaque itération? Enfin, est-ce que tout est écrit avant? J'imagine pas vraiment. Mais est-ce que c'est le montage à la fin qui permet de garder le rythme, la construction qui fait qu'on ne s'ennuie pas tout le long du film? Ou bien est-ce que c'est écrit au départ? Enfin, je peine à le croire que c'est au départ, mais comment on rattrape les creux, est-ce que c'est des tournages additionnels qui sont faits après, ou bien on fait avec tout ce qu'on a fait et on monte de telle sorte que ça a un sens? Est-ce que vous voulez la vraie réponse? La vraie réponse, c'est que mon métier, c'est de faire du cinéma. Je suis scénariste, autrice. Je fabrique de l'illusion. Je fabrique du faux qui a l'air vrai. Et tout est écrit. C'est mon métier d'écrire. Donc tout est faux, sauf les émotions que vous ressentez vous en tant que spectateur. Tout le reste, c'est une fabrique de rêves. C'est du cinéma, quoi. Je fabrique des émotions vraies avec des acteurs, des dialogues, une caméra, une équipe. Donc oui, tout est écrit. Même le zoom mal foutu sur le plan de travail au début dans la cuisine, on a un peu triché, on l'a accentué au montage, il n'était pas assez moche. Mais le plan, quand on filme la scène et que ça part comme ça, puis que c'est flou, et puis que la mise au point est mauvaise, et qu'en plus c'est pas le bon diaphragme, c'était écrit dans le scénario. Tout était écrit. Tout y compris les séances avec les gens qui pratiquent le polyamour et donc qui échangent. Et il m'a semblé aussi que là, les choses étaient écrites et que ce n'était pas une interview spontanée. Je me trompe? Alors là, c'est une intervention que la monteuse aime beaucoup faire. En fait, elle dit qu'elle n'avait jamais vu ça dans un film, qu'effectivement, les séquences documentaires étaient écrites aussi. Mais en même temps, ce sont leurs mots à eux. Donc en fait, c'est des gens que je connaissais, que j'avais déjà, avec qui j'avais parlé longuement, que j'ai interviewé avant.
Et donc je savais à peu près ce qu'ils pourraient me dire, et je l'ai mis dans le scénario. Donc les séquences documentaires étaient écrites dans le scénario avant qu'on tourne. Et après, je savais à peu près ce que j'avais envie qu'ils me disent, qui correspondait à ce qu'ils avaient envie de dire en vrai. Mais par exemple, mon amie Anne, elle a passé son temps à dire j'aime pas les étiquettes. Quand je lui demande la différence entre polyamorie et libertinage, à chaque fois, à chaque nouvelle question, elle commençait en disant j'aime pas les étiquettes. Et je lui disais mais il n'y a pas de souci, simplement je ne le mettrai pas au montage. Et donc c'est un jeu entre elle et moi, parce que je lui disais ben voilà, à la fois tu es libre de dire ce que tu veux, mais c'est moi qui décide ce que je mets au montage. Donc voilà, c'était un jeu comme ça, où à la fois tout ce qu'ils ont à dire leur correspond, les mots sont les leurs, mais je savais à peu près ce que je voulais leur faire dire. Donc dans le DVD, là, dans les 30 minutes de bonus qu'il y a avec François Saint-Père, il y a ce qu'elle voulait vraiment dire. Donc elle m'a vraiment dit, j'ai pas envie de faire ton film, j'en ai marre de parler de polyamour, donc ça fait 20 ans qu'on m'en parle et j'ai envie de parler d'autre chose. Elle m'a vraiment, voilà, la seule chose qui l'intéressait, c'était de parler de la ménopause. Elle voulait parler de comment on vit quand on arrive à un âge plus avancé, et comment on vit ses relations plurielles, comment on vit ses relations de couple, comment on vit sa sexualité, et c'est ça qui l'intéressait. Et moi je lui ai dit, mais ça me passionne, je vais avoir 50 ans, et évidemment que ça m'intéresse. La ménopause, c'est formidable, simplement, ça ne rentre pas dans le film. Donc on a passé un deal. Elle m'a dit ce que moi j'avais envie qui allait rentrer dans le film, et en échange, j'ai filmé tout ce qu'elle avait envie de dire sur la ménopause, et on l'a mis dans le DVD. Et voilà, elle l'a regardé la semaine dernière, elle m'a dit c'est formidable, je me sens complètement, ça correspond, 4 ans après, c'est ce que je pense encore aujourd'hui, je suis contente, tu as fait du bon travail. Je suis très contente. Mais voilà, en gros, c'était à la fois écrit et voilà. Tout le reste. Oui, moi j'ai envie aussi de vous poser une question sur sur l'aspect drôle du film, le fait qu'on rit énormément. Est-ce que les gens, ils ont beaucoup ri, là? Oui, mais parce que effectivement, il y a incontestablement le fait de jouer avec le faux, mais quelquefois c'est le faux du faux, c'est-à-dire que ce qu'on croyait être faux, mais non, mais en fait, enfin bon, et donc c'est comme ça à double ou à triple détente, donc c'est vrai que, en particulier la deuxième fois, quand on a bien compris le mécanisme, on se marre encore plus. Et je me suis dit, il y a des moments où vous osez carrément prendre des situations de vaudeville, sauf que c'est pas du vaudeville. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ce documentaire sur le polyamour, où il y a des vraies questions qui sont posées sur les émotions, sur les souffrances, enfin, etc. Donc, au contraire, ça va permettre ces séquences-là de faux vaudeville, du coup, de faire qu'on prend plaisir à voir le film. Sinon, je veux dire, on va être bombardé de choses qui vont nous renvoyer à nos propres angoisses, etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est la chose très, très, très réussie dans le film, quoi. Même si c'est vrai, il y a des moments où on se dit, elle pousse un peu quand même, hein, parce que... oui, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben là, ça va, quoi, il y a un double jeu, puis un triple, puis un quadruple, etc. Alors nous-mêmes... Et en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez une autodérision par rapport à votre propre film, et quand à un moment donné vous dites, bon, les spectateurs, il ne va rien y comprendre, c'est dit dans le film. Alors, je préfère ça. Il y a quand même des films qui nous mènent en bateau, mais qui ne le disent pas. En fait, ça, je déteste. Alors que là, je veux dire, c'est clair, quoi. Je crois que cette scène, précisément cette scène-là, mais surtout toutes les autres, reflète exactement l'état dans lequel j'étais, moi, au moment où j'écrivais. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à écrire cette scène en disant chez Gaël, avec Philippe, et à me dire ouais mais donc attends, donc il a une amoureuse, donc c'est quand même plus simple pour moi si je prends Agathe, parce que je ne vais pas multiplier le nombre de personnages et de comédiens, donc je prends Agathe, oui mais alors attends, et là c'était moi, c'était la scénariste qui était derrière son ordinateur, et je me dis mais attends, si je prends Agathe, les gens ils vont croire que c'est Philippe, mais en fait ils vont pas comprendre, et du coup j'ai écrit la bouillie que j'avais dans la tête, moi. En me disant, mais même moi, je comprends rien, en fait. Et d'où ces séquences de dire, mais attendez, je comprends plus rien, là, écoutez, on tourne et puis on parlera après, quoi. Et la fin de la séquence, c'est le seul moment qui n'est pas écrit.
C'est le seul moment en impro, c'est ce tout petit bout de scène à la fin où Philippe et Agathe essayent de continuer la discussion et où effectivement quand Philippe dit espérons que le spectateur ne réfléchira pas trop, ça c'est de l'impro. C'est les seules 20 séquences, je pense, d'impro de tout le film et qu'on a gardé parce qu'il est génial. Alors, à un moment donné, j'ai eu l'impression qu'il y avait presque une théorie qui émergeait sur comment est-ce qu'on doit jouer la comédie. Une scène, elle est faite spontanément, puis ensuite elle va être réécrite, et puisque tu as su la faire une fois, tu sais la refaire. Avez-vous une théorie de cet ordre sur qu'est-ce que c'est que jouer la comédie? J'ai pas de théorie, j'ai que de la pratique. Et j'ai découvert le métier de jouer en jouant, en fait, je l'avais jamais fait. Donc, il y a des scènes que j'écrirais pas du tout comme ça aujourd'hui, notamment la question de comment je fais pour pleurer, est-ce que je pense à mon arrière-grand-père? Je peux vous le dire, ça marche pas du tout. Je l'ai testé, ça marche pas. Donc j'ai dû chercher d'autres choses. Et de fait, ce qui m'a fait pleurer pour de vrai dans la scène où Gaël s'en va, c'est de me dire, mais je me suis projetée dans la situation où mon amoureux me quitterait vraiment, et pouf, là j'ai pleuré. Donc c'est jouer avec les émotions, et je n'écrirai pas le même film aujourd'hui, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le jeu de comédien que je ne savais pas. Rien ne vaut de vivre les expériences. Une autre question? Je voudrais bien une femme. Parce qu'en fait, l'expérience montre que quand il y a un homme, il y a un deuxième et un troisième qui parlent. Après, les femmes, elles parlent. Ils ont parlé au début. Tout est psy. 3 femmes sont désignées. Et c'est vraiment l'expérience des cafés polis, et c'est pas moi qui dis. Tout à l'heure, on parlait de mai 68, effectivement, j'ai reçu un des débats que j'ai co-animé à Paris, c'était avec Florence Moreno, qui est une linguiste et écrivaine, historienne, féministe, et la question c'était, mai 68, 50 ans après, est-ce que c'est enfin le temps de la révolution pour les femmes? Parce qu'il faut bien dire, mai 68, c'était une révolution sexuelle, peut-être, mais pour les hommes. Et pour répondre à la question tout à l'heure, effectivement, l'enjeu en 68, c'était une injonction à jouir. Et c'était, tu couches avec moi, ou sinon, t'es coincé. Ou t'es petite bourgeoise, ou les émotions de jalousie, c'est de la petite bourgeoisie. Ça, pour le coup, ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on pratique en polyamorie, où à la base, et à la radicalité de la base, la polyamorie est quelque chose de féministe. Dans le sens où les deux, comme le dit Meta dans le film, les deux partenaires, dans une relation, on parle du principe même s'il y a plusieurs personnes, en tout cas dans une relation à deux, il y a 2 personnes, et chaque partenaire a les mêmes droits, non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Donc on n'impose pas quelque chose qu'on ne s'imposerait pas à soi-même, à l'autre. Donc voilà, c'est ça principalement la différence entre les mouvements de 68 et les années 70, qui étaient effectivement une libération sexuelle. Avant tout pour les hommes, quand même, de ce que j'ai bien compris de ce qu'on m'a raconté. Permettez à un homme d'approuver, et même d'ajouter que les 2 mouvements essentiels issus de mai 68 qui se sont inscrits, et qui sont l'écologie et le féminisme, qui sont les vraies réalisations de mai 68, se sont faits contre le mouvement. Contre le mouvement lui-même. Alors avec en même temps des gens préparés à formuler la chose, mais ça s'est fait contre le mouvement. Et le féminisme, c'est évident.